On accueille sur le plateau de TV Finance Tristan Perrier. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes stratégiste chez Amundi et on vient de recevoir une note sur les élections allemandes. Et ces élections allemandes, elles vont être au cœur des débats. Alors évidemment, gros focus cette année, année éminemment politique, sur les élections françaises. On n'en oublierait presque qu'on a cette échéance électorale en fin de mois. Alors en effet, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette élection allemande préoccupe beaucoup moins les marchés et beaucoup moins considérée comme un facteur de risque que l'avait été donc, la campagne électorale française en début d'année. En effet, donc, à en juger par les sondages, la reconduction d'Angela Merkel comme chancelière et la victoire de son parti, la CDU, est extrêmement probable. Il y a tout de même quelques petites inconnues, à commencer par la coalition que construira Angela Merkel donc, pour gouverner l'Allemagne. Aura-t-on une reconduction de la grande coalition avec les socialistes, celle que nous avons depuis 2013, ou est-ce que la CDU d'Angela Merkel va s'allier avec Alors il y a plusieurs combinaisons possibles, les Verts, CDU, les libéraux. SPD, FDP, voilà, Verts. tout à fait. Le choix est sur la table et voilà, on a eu à peu près l'ensemble des combinaisons jusqu'ici. Avec Angela, elle a su naviguer en tout cas pour être élue, puisque ça serait pour Angela Merkel le 4e mandat consécutif. Tout à fait, ce serait son 4e mandat. Elle a déjà gouverné donc, avec les socialistes ou avec les libéraux. Une combinaison avec les Verts a déjà été tentée au niveau des Länder, mais pas au niveau fédéral. Dans son camp, on avait vu l'émergence de Martin Schulz, qu'on voit à l'écran, il y a quelques semaines. Finalement, ça a été un feu de paille. Il est revenu sur le devant de la scène, un Mouti, comme disent les Allemands. Cette candidature, Martin Schulz, elle n'a pas réussi vraiment à s'imposer au sein du parti. On y a cru à un moment, et puis ensuite, donc ces résultats se sont beaucoup abaissés dans les sondages. En fait, il n'a pas réussi à marquer une réelle différenciation, alors que son parti gouverne donc en coalition avec Angela Merkel depuis 2013. Également, un autre thème, il a beaucoup mis l'accent sur le thème des inégalités sociales. Il semble ne pas avoir réussi à en faire un thème de campagne aussi porteur qu'il l'espérait. Étonnant de longévité d'Angela Merkel, qui va peut-être et sans doute entamer son 4e mandat. Pourtant, elle avait été chahutée, critiquée assez vertement, notamment dans la crise des migrants. Là, c'est vrai qu'elle avait passé un moment difficile, a été contestée. Qu'est-ce qui a provoqué ce retour en grâce d'Angela Merkel? Alors effectivement, elle a été contestée à l'extérieur dans sa gestion de la crise grecque. Elle a ensuite été contestée en interne au sujet de la crise des migrants. Elle a réussi à la fois parce qu'elle n'a pas tant d'opposition que ça au sein de son propre parti, également donc parce qu'elle a promis que cet épisode de 2015 ne se répéterait plus. Elle a tout de même réussi malgré tout à remonter la pente. Tristan Perrier, on est obligé d'en passer par une coalition. Il n'y a pas de mouvement suffisamment fort pour avoir la majorité des voix au Bundestag. C'est un système quasiment proportionnel. Il n'est arrivé qu'une fois depuis la fondation de la République fédérale d'Allemagne qu'il y ait un gouvernement sans coalition. Parmi certains scénarios plausibles, on pourrait avoir un gouvernement minoritaire. C'est néanmoins extrêmement probable que ça sera bien une coalition. Reste à savoir avec quel autre parti. Les échéances, 24 septembre, donc, c'est la date à laquelle les électeurs allemands vont renouveler donc, leur parlement, le fameux Bundestag. Tout à fait. Donc c'est noté, et puis on a donc arrivé en tête donc de la CDU-CSU, l'alliance probablement très probable, donc, et puis 4e mandat à la chancelière. Les enjeux, son programme, les enjeux qui l'attendent là, pour ce 4e mandat. Il y a deux grands types d'enjeux. Le premier, c'est la construction européenne. Donc une fois que le gouvernement aura été formé, une des questions qui se posera, ça sera quelle suite donner, notamment aux pistes proposées par le nouveau président français pour faire évoluer la zone euro en particulier. Donc je rappelle que dans les propositions françaises, il y a la création d'un ministère des Finances européen, d'un budget de la zone euro, d'un budget de la zone euro également. Il se peut que l'Allemagne accepte d'avancer dans ces directions. Elle sera néanmoins très prudente dans l'interprétation qu'elle donnera de ces nouvelles institutions et dans les pouvoirs qui leur seront conférés. Je rappelle que pour l'Allemagne, vraiment la préoccupation, c'est d'éviter que davantage de fédéralisme, davantage de mutualisation donnent les mauvaises incitations, c'est-à-dire facilite en fait la tâche de ceux des gouvernements qui voudraient dépenser davantage et creuser leur déficit ou s'abstenir de faire des réformes. Il y a également des enjeux internes à l'Allemagne. Pour le moment, les chiffres économiques allemands sont extrêmement flatteurs. Il n'empêche pas qu'il y a d'importants défis de moyen terme. Il y a moins de problèmes immédiats économiques à résoudre que dans les autres pays. Il y a d'importants défis de moyen terme. Le rééquilibrage d'une économie qui dépend trop de la demande externe.
l'intégration de la récente vague des réfugiés, le vieillissement de la population, et puis quand même cette thématique de la montée des inégalités sociales. Même si le chômage est très bas, mais il y a beaucoup de travailleurs pauvres, il est vrai que le SPD n'a pas réussi à en faire un thème de campagne, mais c'est quand même un sujet qui risque de monter. Et l'ouverture également d'un budget européen, c'est plutôt les SPD et les Verts qui militent pour ce budget, justement, que ce soit mieux réparti. On voit que le sujet n'est abordé que de façon très prudente par la CDU-CSU. Exactement. Alors un petit point à garder à l'esprit quand même, c'est que si jamais la coalition qui était construite se faisait avec les libéraux du FDP, ce parti est un petit peu moins favorable au partage des risques à l'échelle de la zone euro que ne le sont les socialistes, les Verts ou même la CDU. Néanmoins, ce parti libéral, FDP, ne serait qu'un partenaire très junior de la coalition, donc il ne faut pas exagérer le risque. Le mot d'ordre qui l'emporte, c'est tout de même celui de la continuité. On revient justement à la partie économique financière, cette Allemagne qu'on voit très puissante, effectivement, qui dépend beaucoup de son commerce extérieur. Elle a été aussi un petit peu critiquée, c'est-à-dire que là, en milieu d'année, là aussi, elle a subi un petit trou d'air. Là aussi, on a une nécessité de réforme, mais dans quel sens? On est très envieux de ce côté ici du Rhin, de ce fameux Mittelstand, c'est ce tissu d'entreprises familiales, économiques très puissantes, mondialisées. On peut s'en inspirer évidemment. Quels vont être les défis là, économiques pour l'Allemagne, parce que la croissance n'est pas non plus exceptionnelle en ce moment? Non, et puis l'économie allemande dépend quand même énormément de la demande externe, donc il y a une nécessité de rééquilibrage. Il est nécessaire probablement de favoriser donc, des hausses de salaire en Allemagne. Ça aiderait aussi à rééquilibrer les écarts de compte courant entre pays de la zone euro. Probablement une nécessité aussi de développer les infrastructures. D'une façon générale, l'impression c'est que Angela Merkel a fait ses preuves en termes de gestion de crise. Elle a néanmoins vécu sur un acquis qui était l'acquis des réformes faites par son prédécesseur Gerhard Schröder. À vrai dire, depuis la dernière décennie, il n'y a pas eu beaucoup de décisions économiques visant à augmenter la compétitivité, la productivité. Elle a géré l'héritage finalement. Elle a géré un héritage, elle a très bien géré les crises. Elle a été critiquée à ce sujet, mais dans le fond, sa présence a été rassurante et une garantie d'unité pour la zone euro. Pour néanmoins faire avancer l'économie allemande et la préparer à répondre vraiment aux défis de demain, il est vrai qu'on peut comparer la situation allemande qui est celle d'une absence de réforme au cours des pratiquement 10 dernières années avec celle des pays voisins qui, dans le fond, ont réalisé des avancées, ont comblé ou sont en train de combler une partie de leur retard. Voilà, et vous le disiez également, problématiques économico-sociaux, le vieillissement de la population, on l'est souvent évoqué. Les projections ne sont pas très encourageantes. Tout à fait. C'est une problématique qui concerne tous les pays développés, mais qui est particulièrement aiguë en Allemagne, effectivement, au sein de la zone euro. Et puis gérer la récente vague d'immigration, là aussi contestée par l'aile la plus droite, évidemment, là aussi, du parti. Donc ces élections très prochaines. Un mot quand même de la scène internationale. Le couple franco-allemand a l'air plus solide que avec certains autres présidents. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le moins qu'on puisse dire. Un des éléments qui va être absolument déterminant dans l'appétit allemand pour aller plus loin dans le renforcement de la zone euro, c'est évidemment l'attitude française. L'Allemagne a besoin d'un numéro 2 en zone euro, d'un partenaire qui est solide dans le cadre de ce que veut l'Allemagne justement pour la zone euro. Et un élément absolument critique, ça sera, pour donner envie aux Allemands d'aller plus loin, ça sera effectivement que la France tienne ses objectifs en termes de déficit budgétaire et également que la France mène à bien les réformes promises. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire que les premiers signaux envoyés par le gouvernement français, enfin par le nouveau président français depuis son élection, sont plutôt favorables. Une élection allemande donc plutôt dans la continuité, on l'a bien compris, qui part quand même sur de bonnes bases. Si on revient sur le plan stricto sensu financier avec l'Institut de la Banque centrale à Francfort, là aussi on sait que les Allemands sont très vigilants à l'action de cette banque centrale. Certains, Wolfgang Schäuble par exemple, voudraient sortir de cette politique monétaire ultra accommodante. Est-ce que Mme Merkel là peut peser et infléchir, murmurer à l'oreille du banquier central Mario Draghi? Il y a déjà eu donc quelques petites tensions effectivement entre la volonté du gouvernement allemand qui lui-même n'est pas forcément univoque. Il y a pu avoir des écarts aussi entre Angela Merkel et son très charismatique ministre des Finances Wolfgang Schäuble, dont d'ailleurs le maintien en poste est également un des signaux qui serait éventuellement envoyé en termes de continuité. Je pense dans l'ensemble que la situation économique en zone euro s'améliore aujourd'hui suffisamment. On a de la croissance, on a un peu plus d'emplois, on a même un tout petit peu d'inflation.
structurellement, il y a de puissantes forces désinflationnistes, mais en termes de conjoncture, l'inflation va quand même et les salaires vont quand même légèrement remonter. Tout cela permet qu'il y ait d'ici en 2018 quand même une convergence de vues sur une réduction, voire une extinction du programme d'achat d'actifs de la BCE. Et effectivement, ça sera quelque chose qui sera bienvenu en Allemagne. Vous anticipez une croissance supérieure pour 2018-2017? Vous avez revu un petit peu vos objectifs? Nous avons revu nos objectifs. Je pense que nous avons été surpris à la hausse par les derniers chiffres, comme la majorité des observateurs du marché. Pour 2018, nous attendons une croissance un petit peu moins forte sur l'agrégat zone euro. C'est essentiellement lié à un effet de composition. En fait, l'Espagne ne peut pas, l'Espagne qui a connu une reprise très forte au cours des dernières années, ne peut pas continuer, une fois que son rattrapage est effectué, à croître à 3% ad vitam aeternam. Donc via cette composante espagnole notamment, on aura un petit peu moins de croissance. Ça n'est pas inquiétant, ça n'est pas une fin de cycle, c'est juste que nous mettons fin au rattrapage et nous abordons un régime de vitesse de croisière. Ouais, d'autant que cette croissance allemande, elle était supposée être faite au détriment des partenaires européens. Est-ce qu'on se dirige vers une croissance plus harmonieuse et en tant que dans le sens des recommandations de la Commission européenne à l'Allemagne? Je pense que oui. Je pense que tout de même, donc, au fur et à mesure que les chiffres économiques allemands ont été très bons, donc les salariés sont en passe et vont obtenir des augmentations de salaire. Ceci devrait aider, soutenir la demande interne. Ceci devrait faciliter le rééquilibrage des poids économiques au sein de la zone euro et effectivement soulager les finances et les comptes externes des pays voisins. Donc, nous devrions avoir une croissance un petit peu plus équilibrée. Depuis le début de l'année, d'ailleurs, nous avons des nouvelles qui s'améliorent sensiblement sur deux pays qui étaient jusque-là des maillons faibles, qui sont avant tout l'Italie, mais également le Portugal. Et il ne vous aura pas échappé que ça vient d'être salué par Standard & Poor's. Effectivement, ça va bien en Europe, l'embellie se poursuit et la locomotive européenne, elle, est lancée. Alors peut-être pas à pleine vitesse, mais ça va plutôt bien. Le pilote est là, toujours là, peut-être sûrement, sans doute pour un 4e mandat. C'est Angela Merkel, on en saura un petit peu plus donc le 24 septembre. Merci Tristan Parier pour cette note, stratégiste chez Amundi. Dans une seconde, à la suite du programme sur Téléfinance.